Bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation. Moi, je suis content d'intervenir dans ce cadre-là. Le sujet m'intéresse. Euh, Sylvain m'a dit, viens discuter de politique des sciences. C'est pas exactement ma spécialité, mais effectivement, il y a beaucoup de choses un petit peu avec. Euh, Super, d'accord. Partage de pratique rapide. Mais ça va être filmé, ça va être sur YouTube. Ah bon. Euh, non, mais tout ça pour dire, ce que je vous propose, c'est effectivement de parler sans méthode particulière, parce que c'est plus un partage de pratique de quelqu'un qui intervient comme économiste dans le débat public. Que, évidemment, cette question, cette pratique que j'ai depuis plusieurs années, ça m'amène à me poser des questions et à avoir un regard réflexif. C'était un peu plus que heuristique. J'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps par le mouvement Stand Up for Science, peut-être une commune avec Johanna notamment. Ça m'a amené un peu à me poser des questions, notamment pour le fait que je suis passé aux États-Unis sur le rôle de l'intervention publique, de travailler un petit peu cette question-là. Et donc, ce que je vous propose là dans le temps de l'intervention, faire une petite introduction pour essayer de dire d'où je parle, comme on dit ici. Euh, et, euh, et ce qui me motive à prendre part au débat public, c'est pas forcément évident. Et puis ensuite, livrer un certain nombre de partages d'expériences sur comment ça se passe concrètement et qu'est-ce que j'essaye de faire. Alors, dans un premier temps, moi, je suis économiste et mes sujets de recherche, ils sont pas très éloignés de ceux dont je parle dans le débat public, mais en fait, c'est pas exactement les mêmes. Moi, je suis économiste institutionnaliste. J'ai fait ma thèse sur le financement de la protection sociale et dirigé par Bruno Amable, économiste héritier de l'école de la régulation située, qui s'intéresse à l'économie politique et aux dynamiques du capitalisme. Et moi, les questions qui m'intéressent, c'est de caractériser l'état social ou le système social dans lequel on vit, de comprendre qu'est-ce qu'il fait évoluer et dans quelle direction il évolue. Et donc moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de faire un petit peu la description des évolutions de l'état social. Vous connaissez les catégories, en France, on est dans un système bismarckien, est-ce que c'est toujours vrai, comment ça évolue, est-ce que le libéralisme a tout ravagé ou est-ce qu'il reste des choses, voilà, c'est le genre de choses que j'étudie, plus des questions sur la fiscalité, les dépenses fiscales, les inégalités. Euh, et dans le débat public, j'interviens sur des questions souvent plus précises, qui sont les réformes des politiques sociales. Donc il y a un lien immédiat, mais souvent j'interviens pas directement sur un sujet sur lequel j'ai produit une recherche. J'interviens très souvent sur une réforme qui est en cours, en train de se faire, euh, et sur laquelle j'ai pas forcément travaillé en amont. La réforme des retraites, sujet qui m'intéresse depuis 2010 et sur lequel j'avais suivi des débats, mais avant d'intervenir, je n'avais jamais rien écrit comme écrit scientifique agréé sur les retraites. Puis j'ai produit des textes de blog et puis plus tard des documents de travail qu'il faudra bien publier un jour. C'était plutôt fait dans ce sens-là. Euh, sur le RSA, c'est un petit peu le même schéma. Donc, j'ai tendance un peu à mobiliser euh, des grilles de lecture et j'interviens dans le débat public sur des sujets sur lesquels je cherche pas forcément. Alors, ça ne veut pas dire que j'interviens sans méthode. En général, j'interviens en mobilisant la publique énormément, euh, les dossiers de l'adresse, de l'INSEE, etc. Enfin, l'expertise de l'administration, beaucoup, et puis les travaux de recherche de collègues aussi. Mais à la limite, plus la statistique publique et les documents de l'administration, plus fréquemment. Et donc, le travail concret consiste à aller lire, trouver les chiffres, les mettre en cohérence, vérifier qu'ils sont consistants et les interpréter. C'est essentiellement ça. Euh, Donc ça, c'est le travail que je fais. Alors je dis, c'est pas mes sujets de recherche, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'académiquement, en économie, raconter les transformations en train de se faire, c'est pas vraiment dans le champ, ça se publie pas beaucoup. Et en même temps, je travaille à la frontière de l'économie politique et le fait de faire sens de changements qui sont en train de se faire, c'est quasiment une recherche, mais c'est voilà, une recherche qui est
qui est à la frontière du travail académique. Donc voilà ce que je fais, et c'est un petit peu entre les deux. Deuxièmement, je parle comment j'ai commencé à faire de l'intervention publique, c'était de la reconstitution, mais grosso modo sur des sujets qui m'intéressaient, réforme sociale, retraite, RSA, chômage, etc. Je pense que j'ai fait des commentaires Twitter, beaucoup, je fais beaucoup de temps sur Twitter avec un profil public académique, et des commentaires de décryptage, soit de sources, voilà, de grilles de lecture. Euh, et associé à ces fils Twitter, j'ai de temps en temps commencé à faire des posts de blog, peut-être, avec une conscience assez nette que c'était ouvert, donc ça s'adresse virtuellement à tout public, mais en fait, l'intérêt principal, c'est de s'adresser aux journalistes et de leur donner des éléments de compréhension. Ça fonctionnait à l'époque Twitter, que j'ai quitté depuis. Ça fonctionnait largement comme ça. Il y avait un écosystème d'économistes sur Twitter, francophone, il y avait un débat, une sorte de blogosphère vraiment intéressante, contradictoire, assez pluraliste. Et, euh, et sur des sujets d'expertise sur lesquels on comprenait bien des choses, on pouvait pointer des choses en disant allez regarder là. Ça donnait des angles aux journalistes et éventuellement ça sollicite, ça a créé des sollicitations médiatiques et très vite les boucles se faisaient comme ça. Je poste un truc sur un sujet, ah il y a un journaliste qui a un sujet à faire, il interview. Et si c'est pertinent, on répond. Donc, une fois que ça commence comme ça, il y a un circuit médiatique. Très bon. Donc voilà un petit peu, je parle. Sur les conditions de possibilité de la parole publique, pour en dire deux mots, voilà, je t'ai fait gueuler quand même. On peut les dire rapidement, il y a des conditions objectives. D'abord, je suis enseignant-chercheur titulaire, c'est déjà beaucoup plus facile, beaucoup moins évident que quand on ne l'est pas. Je suis un homme blanc, parisien, tout ça joue aussi. D'abord, c'était moins mal traité dans les médias avec ce profil-là. Parisien, c'est extrêmement important. Parce qu'on a un écosystème médiatique qui mange de l'intervention publique, qui a besoin de faire passer les gens en plateau tout le temps. Et donc, le fait d'être disponible à tout moment, choisir quand on se rend disponible, mais le fait d'être disponible à tout moment, c'est extrêmement crucial. Ça. Autre condition de possibilité aussi, le collectif et les collègues. Alors le collectif, parce que moi j'ai énormément de discussions suivies, des espèces de discussions privées, on peut même des réunions sur les sujets d'actualité sur lesquels on intervient, un peu la façon de penser contre soi-même ou de vérifier ce qu'on dit. Donc collectivement on s'échange des arguments, est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu penses ça, etc. Il y a un collectif comme ça. Il y a aussi un collectif d'une parole que je retransmets quand j'interviens sur les retraites. Il y a énormément de gens qui connaissent, encore plus avant, beaucoup mieux le sujet que moi, mais les gens qui connaissent le mieux le sujet sont en administration. Et donc, ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est pas le souhait, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, il y a aussi le fait d'être le relais d'autres paroles, d'avoir des échanges, de vérifier un chiffre. Est-ce que si je dis ça, ça te paraît cohérent? En fait, il y a des incarnations individuelles, mais c'est une parole individuelle, mais qui est le fruit d'échanges collectifs. Et puis les collègues aussi matériellement à l'université, j'ai dit se rendre disponible, ça prend évidemment du temps. Ça veut dire que dans le travail universitaire, les tâches administratives, c'est aussi parce que mes collègues me le permettent, compris en libérant du temps, en prenant en charge pas mes cours mais le reste. Voilà. Et donc il y a deux faits, une division sociale, parfois même genrée du travail à l'université, qui rend ça possible et qui est une condition de possibilité. Sur les motivations à intervenir, on va faire de plein d'ordres différents, mais moi j'en ai deux importantes. La première, c'est que les gros sujets m'intéressent, sujets qui concernent beaucoup de monde. En fait, le pratique, ça concerne tout le monde. Euh, Aussi l'idée que le cours des choses n'est pas figé. Alors, il ne s'agit pas de le changer par ta parole, il s'agit pas. Mais il se trouve que quand j'étais étudiant, j'étais syndicaliste étudiant, notamment participé au mouvement contre le contrat de première embauche. Et donc, j'ai eu sous les yeux des moments où bah, l'histoire bifurque, mais le cours des choses évolue sous l'action des acteurs. Donc ça, c'est une forme de motivation. Bah, il se passe des choses.
Et l'autre motivation, c'est le côté quelqu'un a tort sur Internet, vous savez. Quand on entend dire des choses qui tiennent pas debout, on a pas envie d'être pris pour des imbéciles. Et donc, un peu le côté remettre les choses à plat et au carré. Et sur des sujets qu'on connaît bien, ça vient très, très vite. Ça vient dès qu'on lit un article de journal, de ce que quelqu'un peut faire, et encore plus dans la parole politique. Pour moi, c'est les deux mots. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, on va avancer un peu sur le partage de pratiques. Peut-être une question et trois points qui servent un peu à répondre. La question, c'est que une question qu'on m'a posée assez souvent en fait. On me dit, bah, tu fais pas vraiment de la recherche quand tu interviens et tu n'interviens pas toujours comme économiste. Et en fait, ce que tu fais, c'est pas très loin du journalisme. Et c'est assez vrai. C'est assez vrai. Alors, peut-être un peu différemment, peut-être avec des contraintes en temps qui sont différentes, une spécialisation qui est différente. Mais le côté que je fais, il y a beaucoup de décryptage, de mise à plat, de mise en perspective, en allant chercher de la donnée publique. Et d'ailleurs, il y a des journalistes qui font exactement la même chose, parfois qui arrivent aux mêmes conclusions. Simplement des journalistes qui ont le temps d'investir sur des sujets, de se spécialiser, de creuser, etc. Pour des raisons diverses, mais probablement économiques, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, il y a un côté qui est pas très éloigné du travail journalistique dans le côté décryptage et retour au réel. Mais donc, est-ce que finalement, c'est vraiment mon rôle de faire ça ou qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai pas une réponse complète, mais effectivement, finalement, le point commun, en tout cas, entre journalistes et chercheurs, il y a ce côté méthodologique et retour au réel. Je pense que ça fait un point commun assez important. Et donc, mes trois éléments pour répondre concrètement, le premier angle, c'est justement cet angle de retour au réel. Parce que dans le débat public sur les sujets sur lesquels j'interviens, très souvent, il y a des écrans de fumée, volontaires ou non, et on parle de symboles avec des mots qui accrochent. Et le débat public s'organise autour de mots qui accrochent avec une perte complète, une absence de conscience complète de ce dont il est question. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y a l'anecdote de la retraite à 1 200 € qui n'en était pas une. Mais même plus récemment, peut-être si vous étiez en France à ce moment-là, j'ai entendu parler des 15 heures de travail chez le RSA. Et ça a percé un peu des débats. Les gens disaient non au service du travail obligatoire. Et puis les gens disent quand même, il faudrait que ces gens RSA bossent 15 heures. Euh, en fait, il n'y a pas de loi qui fait 15 heures de travail pour chez le RSA. C'est pas ça la réforme. La réforme, c'est que d'une part, on a changé le mode de contrôle des gens inscrits à Pôle emploi. Et que quand on va à Pôle emploi, ça s'appelle maintenant France Travail, on doit justifier de sa recherche d'emploi. Ça a toujours été le cas. Mais maintenant, on doit faire des feuilles de temps, prennent 15 heures. Et dans ces 15 heures, on peut vous demander de faire des formations de la recherche d'emploi, du bénévolat, peut-être que les textes le permettent, mais c'est pas évident. Donc, on doit justifier de son temps de recherche d'emploi, sous peine de sanction. Ça, c'est le premier aspect. Et ça concerne toutes les personnes au chômage à France Travail. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a obligé les gens au RSA à s'inscrire à France Travail et donc à se soumettre à ces modalités de contrôle. C'est un changement de la politique publique qui s'est retrouvé concaténé en il faut bosser 15 heures pour toucher le RSA, avec la bonne volonté d'une part des pouvoirs publics, qui trouvaient ça chouette de montrer qu'ils étaient durs, et de l'autre côté de l'opposition, qui trouvait ça vraiment dégoûtant et qui du coup rentrait dans la... Et ben, ce que je viens de vous raconter là, c'est beaucoup de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que le débat public part sur un mot-clé, pour ou contre, et il faut un travail certain pour essayer, dans certains espaces, de ramener à ce dont il est vraiment question. C'est vrai sur la retraite, c'est vrai sur le RSA, c'est vrai sur tout un tas de sujets. C'est encore le vrai sur la suspension de la réforme des retraites, qui n'est pas une suspension, mais qui est un décalage du calendrier. Voilà. Passer à journée à essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce que c'est vraiment? Oui, c'est quelque chose, mais c'est pas exactement ce que vous comprenez quand on vous dit suspension. Euh, donc ça, c'est la première chose. Essayer de revenir au réel, à l'objet, dans un débat qui parfois se paye de mots, bon, y compris dans les concours. Le deuxième point, on discutait avec Sylvain en préparant, rigolo, mais qui est assez stratégique en fait, c'est la manière dont s'organise le débat public sur les questions qui m'intéressent, qui sont des questions très saillantes,
très politique. Et donc, par exemple, typiquement le budget. Chaque année, le budget va sortir, ou chaque année, le rapport du Conseil de présentation des retraites va sortir, ou quand il y a une réforme des retraites qui se prépare. Et en fait, la séquence des faits est toujours la même et fait qu'il y a un jeu avec le temps très particulier. Et en fait, ce que font les gouvernements, je ne sais pas s'ils l'ont toujours fait, je n'ai pas l'ancienneté, mais c'est qu'ils font la technique de la fuite et des dossiers de presse. Ce qui amène, donc la fuite, c'est quand vous allez avoir le budget ou le rapport du corps, 3 jours avant, dans les échos en général, il y a l'article qui va bien, parce que les échos a déjà eu non seulement le document, mais la parole du ministre du pouvoir avec, et donc l'histoire est partie. Et en général, c'est bien informé, mais l'histoire est partie avec un nom. Ça, c'est la technique de la fuite. Et donc, ça veut dire que on a un débat public qui commence à parler d'un projet de loi, par exemple, sans que personne ne l'ait lu. Mais on en parle avec l'angle qui est proposé. Alors, des fois, ça marche, et des fois, ça amène à des situations où on parle de choses très éloignées du contenu. Et la technique du dossier de presse, c'est à peu près la même chose. C'est pas la fuite, du coup, mais c'est le dossier de presse, qui est beau, avec des infographies, etc. Et on nourrit les journalistes avec des dossiers de 5 à 10 pages, dont ils font des articles, pareil, sans que eux-mêmes aient eu le temps d'expertiser l'objet qu'il y a derrière. Un très bon exemple, c'est la réforme de Levoix, là, vous savez, la retraite à points. C'est parti, enfin, ça a commencé avec un dossier de presse fourni avec des annexes, etc., mais on n'avait rien derrière. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quasiment le seul moyen d'intervenir sur des sujets qui partent comme ça, où la parole publique se fait sans la matière derrière, c'est soit d'être en avance sur le temps, c'est-à-dire d'avoir déjà étudié le sujet et de se douter de ce qui va sortir pour, pour finalement avoir un autre récit ou un récit complémentaire ou un contre-récit au moment où sort ce dossier de presse, ou éventuellement de bénéficier de fuites, mais c'est quand même assez rare. Euh, Soit, et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est encore arrivé hier, la base du travail, c'est sur la base de la communication publique de se dire, ils disent ça, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, hier, par exemple, le Premier ministre est à l'Assemblée nationale, je suis en cours, on sait qu'il va parler des retraites, on se demande s'il va dire je le suspends ou pas, et à la pause du cours, on reçoit des «Ah, trop bien, ça y est, ils ont suspendu», etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, j'ai 3 lignes de prononcer. Et sur les 3 lignes, se demander, d'accord, on va parler du mois de janvier 2028, il dit je suspends, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, de reconstituer derrière, quelle est la mesure législative qui peut bien se cacher derrière, parce que pour l'instant, personne n'en sait rien. Et il y a une course contre la montre, parce que si je fais ça dans 3 jours, bah, c'est fini. Ça. Et donc, à la pause, j'ai réfléchi, la deuxième partie du cours était compliquée. Et puis, voilà. Et du coup, hier soir, je me suis retrouvé à faire des graphiques sur Excel. C'est vraiment un travail, pour le coup, de journalisme, mais un débat public bien ordonné, avant même qu'ils aient passé un accord ou pas, on aurait eu ces graphiques-là en disant, ben, voilà les scénarios, voilà ce qu'on peut faire, etc. Mais en fait, ça se passe pas. Le moyen de pouvoir intervenir, c'est une course contre la montre de décryptage et d'éléments d'avance. Et typiquement, sur l'épisode en cours, la suspension de la réforme des retraites, la capacité à décrypter ce qu'il y a vraiment derrière la mesure vient du fait que, avec des collègues, là encore le collectif, depuis 5 ou 6 jours, puisqu'il y a cette question de la suspension de la réforme des retraites dans le débat, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Et on s'est fait des scénarios, on avait déjà des tableaux Excel, on avait des grilles de lecture, et du coup, on était prêt à lire la situation quand elle survient. Ça, c'est la deuxième chose, la technique du dossier de presse. Je pense que les réformes de l'ESR, c'est la même chose. Une fois que l'histoire est partie, c'est parti. Il y a toujours des histoires de décryptage de budget, il y a des... Mais troisième temps, troisième élément, la question de la politisation des enjeux. Donc, un des retours que j'ai à mon collègue, moi aussi, moi je fais beaucoup de remises à plat, pointer l'incohérence de la politique publique, son inconsistance, son côté contradictoire. Vous faites ceci, mais les rapports de votre ministère disent que ça sert à rien. Pourquoi vous le faites? Ce qui est pas très ambitieux comme critique. À un niveau, mais c'est pas une critique du capitalisme, ni du monde tel qu'il va, etc.
Mais alors, il se trouve que depuis une dizaine d'années, c'est une forme de critique qui marche bien parce qu'à la fois, il y a une posture du pouvoir de se réclamer de l'expertise de la science, etc. Et en même temps, les politiques publiques elles sont un peu en roue libre par rapport à l'administration et par rapport à la connaissance. Donc, il y a tout cela, il est fécond pour faire de la critique. Mais au-delà de ça, je n'ai pas une parole particulièrement politisée, même si, bon, je me dis bonjour, monsieur l'économiste de gauche, ça. Où est la politisation dans tout ça? Il y a plein de postures différentes dans l'intervention publique. La mienne de politisation, c'est peut-être Max Weber pour les nuls, hein, ce que j'ai appris en master et que je n'ai pas forcément vérifié depuis. Elle est dans la définition de la question pertinente et dans le fait de ramener des questions et de ne pas accepter la question forcément telle qu'elle se pose. Réforme des retraites, papier et des papiers sur l'équilibre budgétaire de la réforme des retraites, c'est une question intéressante, c'est pas la seule. Décaler l'âge de la retraite, savoir si les gens vont tenir jusqu'à la retraite et s'ils tiennent pas, qu'est-ce qui leur arrive, c'est un peu partie du sujet quand même. Et donc, poser cette question, essayer de l'instruire, essayer de ramener la question, c'est ma manière de politiser les enjeux. Je Et en conclusion, parce que je pense que j'ai déjà mangé une partie du temps. Euh, donc voilà un peu ce partage de pratiques et voilà, prendre plein d'autres angles. Une des questions un peu lancinantes, c'est est-ce que ça peut toujours marcher cette affaire? Et donc d'intervenir dans le débat public avec une posture d'expertise, de décryptage, de critiquer, donner des grilles de lecture, d'avoir un retour réel, etc. Et ben, il y a des conditions de possibilité qui font que ça marche et qui sont menacées. C'est ce dont on parlait avec le mouvement Stand Up for Science. Une des conditions de possibilité, c'est l'espace public. Euh, déjà, l'extrême droitisation de Twitter, à la fois par les algorithmes, mais aussi par son contenu même, a fait disparaître un espace public qui était vraiment fécond pour ça. Twitter était vraiment un média qui se prêtait à un débat public contradictoire et à de la veille professionnelle. Ça ne l'est plus. Et il n'y a rien de ce niveau-là qui l'a remplacé. Moi, je fais le choix d'en partir pour des raisons politiques, pas dans un média d'extrême droite. Donc, je pense que le défi, c'est de créer des espaces publics alternatifs et qui soient à la fois alternatifs et pas trop alternatifs, qui soient vraiment suffisamment publics. Donc, dans les conditions de possibilité, il y a aussi des médias tout publics. On dit régulièrement. Il y a les radios du service public, par exemple, donc des espaces où la parole est suffisamment libre, mais suffisamment pluraliste pour que, il y ait un débat collectif. Et là aussi, on sent quand même des inquiétudes sur les lignes éditoriales, sur la capacité à, même sur les moyens, sur le financement, y compris, par exemple, les services publics sont pas complètement financés. Et puis la troisième chose, c'est le rapport à la raison. Euh, et ça, je pense, on est parfois là en France, mais ce qui se passe aux États-Unis, le rend flagrant. C'est que, je sais pas, dans les 15 dernières années, quand on arrive à montrer que quelque chose est complètement inconsistant, ou qu'on vous a dit blanc et qu'en fait c'est noir, ça marche pas toujours, mais des fois ça fait réfléchir. On met en évidence un phénomène, une injustice, une incohérence, et ça influe un petit peu sur le débat. Et ça, c'est pris en compte. Puis il y a des moments politiques où la politique est tellement radicalisée, il n'y a plus forcément de partage, de raison, d'idée qu'il y a une espèce d'espace commun. Et du coup, le passage en force, c'est pur. Voilà. Passe en force. On dit que c'est comme ça. Enfin, pour une faut c'est ça. Et donc, à un moment donné, il est tout à fait possible, soit par l'extrême droitisation de la société, soit par la disparition de la statistique publique, soit par simplement une radicalisation de l'espace public, que ce type de parole et ce type de critique est plus du tout de portée au public. En tout cas, plus pour un temps. Et pour finir sur ces paroles optimistes, la question c'est du coup quoi? Moi, ma réflexion sur l'angoisse peut être partagée ou pas, je sais pas, de l'extrême droitisation de notre société. C'est de se dire qu'indépendamment des combats, etc., le fait de garder cette culture collective, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, de le décrire et de le documenter, ça reste un des rôles des sciences sociales en général.
et donc y compris un réflexe, pas forcément de lutte, mais d'autodéfense intellectuelle, y compris face à des pouvoirs d'extrême droite.